Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie d'Élise Giraudot, avec qui nous allons parler de son livre « La vie en turquoise ». Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage à Margot Dessen. C'est grâce à la dédicace du tome 1 de sa saga Absolue que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Ceci étant dit, Élise, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Élise Giraudot, comme l'a dit Estelle juste avant. J'ai 29 ans, bientôt 30, et je suis autrice et aussi ingénieure en informatique. Je cumule les deux métiers. Je suis autrice publiée depuis peu puisque j'ai mon roman La vie en turquoise dont on va parler aujourd'hui qui est sorti le 4 avril 2024 et on enregistre cet épisode en juillet, donc ça fait pas si longtemps finalement. Et j'ai aussi une nouvelle qui a été publiée dans le recueil de l'hiver de ma maison d'édition qui a aussi publié La vie en turquoise. Voilà. Sinon, comme Estelle, j'ai un podcast qui s'appelle Microécriture. Donc là, il est un peu à l'abandon, mais il va reprendre à la rentrée en étant... je vais essayer d'être une personne un peu plus organisée. Et quoi vous dire d'autre Sinon, j'aime effectivement écrire, lire, mais aussi faire du sport. Je ne suis pas une grande sportive, mais je pratique le crossfit plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années. Ça m'aide à me défouler et aussi à mieux écrire, je trouve. Voilà, c'est ça que je pourrais dire pour qu'on me connaisse un petit peu mieux. Ça marche, merci pour cette petite présentation. Alors, du coup, avant de commencer l'épisode, ma première question, c'est juste savoir comment tu vas, parce que je sais que la vie en turquoise, d'ailleurs que j'ai juste à côté de moi, même si les personnes qui nous écoutent ne le voient pas, et je sais que du coup c'est ton premier roman, mais je sais aussi que c'était un roman que tu aurais du coup jamais voulu écrire, parce que forcément, j'aurais vraiment souhaité pour toi que ta sœur soit toujours là. Du coup, j'imagine que ça doit pas être évident dans le sens où tu reçois plein de retours, parce que je te suis beaucoup sur Instagram, j'aime beaucoup ce que tu fais, donc tu fais partie des personnes que je regarde en général toutes les stories dans mes comptes favoris, donc j'aime bien suivre, j'aime bien voir les personnes qui t'envoient des messages, et je sais que tu aides beaucoup de personnes avec ce livre, parce que tu sensibilises beaucoup sur la maladie, sur la réalité, sans tabou, et ça je trouve ça hyper important. Moi-même je l'ai commencé vraiment il y a pas longtemps et j'ai déjà lu une centaine de pages, parce que ta plume est très très belle, tu écris, tu dénonces bien, et on voit tout l'amour qu'il y a dans votre famille, et c'est vraiment une belle ode à l'amour, et du coup voilà, c'était ça ma première question pour débuter le sujet. Comment je vais donc c'est une vaste question. On va dire que ça fait à peu près 1 an et demi que ma sœur nous a quittés. C'est par vague, un petit peu comme les chapitres de mon livre. Il y a des moments où je suis dans vraiment le creux de la vague et ça va pas du tout. Et il y a des moments où c'est un petit peu mieux, même si mon ça va, que je réponds comme ça quand on me dit ah salut Elise, comment ça va, ne sera plus jamais le même qu'avant. Effectivement, ce roman, c'est un roman que je n'aurais jamais voulu écrire, comme tu l'as dit, parce que c'est vraiment un petit peu, c'est pas comme ça que je le présente, mais quand on me pose un peu plus la question, c'est dans ce sens-là que je vais. Mais effectivement, j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui soit ne connaissaient pas du tout la vie avec le cancer et que ça a beaucoup aidé à mieux appréhender. D'autres personnes qui étaient aussi aidantes comme moi et qui apprécient le fait de retrouver un petit peu ce qu'elles vivent dans un livre pour se sentir un peu plus comprise. Et des personnes aussi qui sont malades, qui l'ont lu et qui m'ont remercié d'aborder certains sujets et certaines questions qu'elles se posent elles-mêmes via le point de vue de ma petite sœur. Et donc tout ça fait que effectivement la sortie de mon livre s'est bien passée et j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile main dans la main avec ma petite sœur
qui nous regarde, je pense, de au-dessus. Donc ça me fait du bien dans ce sens-là, de me dire qu'elle et moi, on fait encore un truc ensemble et on fait quelque chose d'utile, quoi. Voilà. Oui, c'est clairement un roman à 4 mains que vous avez écrit ensemble et c'est très beau et c'est très puissant et bah, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, l'histoire de Louise, est-ce que tu peux nous dire, qui elle était et en quoi elle était une héroïne et en quoi, du coup, elle le restera en tant qu'héroïne de papier? Du coup, Louise, c'est ma petite sœur qui, qui est née 5 ans après moi et qui, quand elle avait 21 ans, on lui a diagnostiqué un cancer de l'ovaire et elle s'est battue pendant 1 an et demi contre la maladie, comme font beaucoup de personnes malheureusement sur cette planète. Et finalement, à un moment, elle s'est su condamnée et elle a décidé d'arrêter ses traitements aussi, parce qu'elle en avait marre de souffrir. Et du coup, elle nous a quittés le 19 mars 2023. Et pourquoi c'est une héroïne? Parce que elle a vraiment fait preuve d'une immense résilience et elle nous a vraiment épatés, nous, sa famille, face à, voilà, oui, toute cette résilience, tout son humour, sa manière d'appréhender la maladie, le fait de ne jamais se plaindre, parce que, voilà, si vous lisez le roman, elle a vécu vraiment l'enfer, je pense qu'on peut utiliser ce mot, au fur et à mesure de ses traitements. Et voilà, enfin moi c'était déjà mon modèle avant, mais elle est devenue encore plus. Et j'avais vraiment envie de raconter son histoire parce que pour moi, comme je disais, ma sœur, même si c'était ma petite sœur, donc c'était vraiment mon modèle. Enfin, c'est toujours mon modèle. Mais je m'étais toujours dit que voilà, enfin elle allait briller. Enfin, elle avait un avenir vraiment. Enfin, parce que voilà, elle était grande, elle était belle, elle était drôle, enfin voilà, elle était plein de choses, très intelligente, très perspicace, enfin toujours le beau mot au bon moment, enfin. Et du coup, je me disais, voilà, elle va avoir un avenir incroyable. Et du coup, je me suis dit, bon, si elle brille pas dans cette vie, elle brillera dans une autre. Et donc, c'est pour ça que je voulais qu'elle devienne l'héroïne d'un livre, puisque moi, j'ai toujours aimé écrire et c'était ma première lectrice depuis toujours, en fait, depuis qu'elle sait lire, je pense, depuis qu'elle était en CP. Et du coup, je me suis dit que ça faisait sens. Et effectivement, comme tu disais, elle est maintenant enfermée dans ses pages. Et comme ça, j'espère que même moi, quand je serai plus là, mon livre sera toujours trouvable quelque part et il y aura toujours des personnes qui le liront. Et comme ça, elle sera une héroïne de papier immortelle. Et comme ça, j'ai un petit peu rempli ma mission quelque part qui fait qu'elle continuera toujours à briller. Voilà. Mmh. En tout cas, bravo, pour ce livre parce que c'est un livre qui est très, très émouvant, enfin tout ce que je suis qu'au tout début, enfin une dizaine de pages et franchement déjà il me touche au plus profond, de moi. Donc quel travail et quel remarquable hommage que tu peux lui faire, en, en la rendant immortelle et en partageant son histoire autour de toi. Et du coup, ça amène à une autre question. Du coup, quel a été le parcours de Louise à travers son cancer pour que les personnes qui nous écoutent comprennent un peu mieux ce que malheureusement elle a pu traverser, donc, comme tu disais, l'enfer qu'elle a pu vivre. Du coup, c'est beaucoup plus détaillé dans le roman, mais effectivement, on lui a diagnostiqué le cancer le 14 septembre pardon, 2021. Puis elle a eu une première chimiothérapie, une première opération très lourde qui avait duré près de 8 heures. Puis une autre chimiothérapie, c'est ça. Puis ensuite 3 autres chimiothérapies très très lourdes, puisqu'elle était enfermée à chaque fois pendant 1 mois à l'hôpital sans pouvoir sortir dans une chambre stérile. Puis une autre grosse opération, là, de plus de 8 heures. Puis le début d'une autre chimiothérapie avant de finalement se rendre compte que ça ça fonctionnait pas. Et puis tout ça entrecoupé de plein d'autres choses
que je vais pas détailler là, mais qu'on peut voir dans le roman, parce que en fait, c'est pas juste enfin, soigner un cancer, ça dépend des cancers bien sûr, mais en règle générale, c'est pas juste là je vais en chimio et puis après je vis ma vie normalement. Il y a plein de prises de sang, il y a plein d'autres petits trucs pour vérifier les constantes, il y a plein d'autres opérations entre les opérations pour vérifier que tout est ok à l'intérieur pour telle opération. Enfin, c'est tout le temps et c'est épuisant en fait. Et puis c'est surtout aussi les transfusions d'hémoglobine et de plaquettes, parce que la chimio, ça détruit le cancer, mais ça détruit tout. Donc, du coup, après, on manque d'hémoglobine, on manque de plaquettes, et du coup, on a besoin de se faire transfuser. Et du coup, ça, c'est des journées en plus à l'hôpital qui sont pas forcément comptabilisées dans la chimiothérapie, mais c'est des journées où on ne peut rien faire d'autre, en fait, que d'attendre que son hémoglobine, enfin, sa poche d'hémoglobine arrive à l'hôpital, et puis qu'après, l'infirmière soit disponible pour transfuser, puis qu'après, qu'elle vienne enlever, puis après, il faut attendre pour vérifier qu'on ne fait pas de réaction, etc. Enfin, c'est lourd, c'est très, très lourd, et c'est ouais, des journées où on peut pas faire autre chose que penser à la maladie et d'être à l'hôpital, alors qu'on n'est pas en chimio et qu'on aimerait bien juste faire autre chose, même se reposer en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un parcours très 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 long et très très lourd. Et c'est aussi ça que je voulais montrer, parce que c'est vraiment quelque chose qui pèse sur le moral des malades qui font déjà énormément d'efforts pour essayer de garder le moral justement, et dont on se rend pas compte en fait quand on vit pas, quand on le vit pas. Donc, enfin après je veux dire, tant mieux si vous le vivez pas, mais ce que je veux dire c'est que voilà, dans ce devoir de et cette envie de sensibilisation, c'était vraiment quelque chose sur lequel je voulais mettre l'accent, effectivement. Mmh. Oui, de ce que j'ai pu commencer à voir dans le livre, c'est que c'est vrai que, malheureusement, les malades, ils peuvent jamais, se reposer parce que comme tu dis, il y a toujours des personnes qui viennent, enfin des médecins, infirmières qui viennent vérifier les constantes, qui viennent vérifier que tout va Oui, bien et cetera. Donc c'est vrai que on leur dit, enfin, c'est ce qu'elle dans le livre, elle disait que oui, je suis à l'hôpital pour pouvoir me reposer, mais en fait, je peux pas me reposer parce que, c'est pas possible. oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai que après, voilà, c'est leur travail forcément, mais on dit oui, oui, reposez-vous, mais en fait, c'est vraiment impossible puisque, voilà, oui, comme tu dis, il y a toujours quelqu'un qui vient pour soit faire le ménage de la chambre, soit prendre des constantes, soit venir demander à la personne si ça va, soit le médecin qui vient faire son tour, soit enfin voilà, c'est tout le temps. Et puis voilà, comme je disais juste avant, c'est même pas que à l'hôpital, c'est aussi des trucs à faire en dehors de l'hôpital. Et puis quand on a un cancer, on est aussi alité, donc du coup il faut faire attention aux phlébites, donc il y a des piqûres, donc voilà, enfin c'est la même chose quand on vient d'accoucher, mais bon, quand on vient d'accoucher, c'est un événement heureux, alors que là, c'est une piqûre supplémentaire qui est en fait multipliée par le nombre de jours. Enfin voilà, t'as des bleus partout, t'as des piquets de partout. Enfin, c'est vraiment. Ouais, au bout d'un moment, ça devient insupportable. En fait, c'est vraiment la piqûre là qu'on a l'impression. Enfin, on se dit oui, ça me pique, ça me pique, ça me pique, mais en fait, c'est vraiment ça en fait. Donc voilà, c'était aussi tout cet arrière-décor, si je peux dire, que je voulais aussi faire passer comme message dans le roman, quoi. Oui, c'est important parce que comme ça, les personnes qui lisent peuvent avoir la réalité de ce qui se passe réellement quand on a une maladie. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu parlais de dons de sang. Et du coup, je me disais, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pouvais nous dire, par exemple, comment ça se passe, donner son sang et aussi peut-être des questions du style, pourquoi il n'y a pas assez de dons et qu'est-ce que ça apporte aux malades, justement. Toi, ta sœur, se faire transfuser, ça lui apportait quoi exactement? Déjà, du coup, moi, mon père, il nous a toujours transmis comment dire, cette valeur. Je sais pas si on peut dire que c'est une valeur, mais que d'aller donner son sang, parce que mon père, il a toujours donné toute sa vie jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge limite à partir duquel c'est dangereux pour la personne qui donne son sang et c'est pas l'idée. Donc lui donnait entre tous les 4 et 6 mois et ma petite sœur avait pris le relais avant de tomber malade. Euh, et du coup, en fait, comment ça se passe un don de sang quand vous pouvez faire le test sur le site de l'EFS pour savoir si vous êtes éligible,
enfin si vous pouvez en fait aller donner votre sang, si c'est pas dangereux pour vous ou si vous n'allez pas donner du sang qui peut être dangereux pour la personne à qui ça va être administré. Et si tout est OK, vous pouvez y aller directement dans une maison de santé, dans une maison du sang, vous pouvez voir aussi sur internet quel est l'endroit où il y a une récolte le plus proche de chez vous. Puis je sais qu'il y a aussi toutes les universités qui organisent des dons de sang. Moi, ça a été le cas dans ma prépa, c'est aussi le cas à mon travail. Donc voilà, ils se déplacent quand même beaucoup et c'est quand même assez facile de voir où est-ce qu'on peut aller pour donner. Ça prend vraiment pas longtemps, ça prend maximum 1 heure, tout compris. Donc le rendez-vous remplir le petit questionnaire, le rendez-vous avec le médecin et le don. Et en fait, du coup, comme je viens de le dire, vous arrivez, vous remplissez un questionnaire, vous allez voir un médecin qui vérifie que tout est OK. Et après, vous passez dans une salle à côté, vous vous installez, on vous branche le tout, vous donnez votre sang, et après, vous avez un petit goûter super sympa pour vous remettre du don. Alors, il y a des gens qui ça fait rien du tout, il y a des gens que ça affaiblit un petit peu. Moi, je suis partie de la deuxième catégorie. Mais moi, ma sœur, voilà, par exemple, elle a donné, après, elle était pompée la pépistouflaille, donc il n'y a pas de problème. On était déjà allés donner ensemble une fois avant qu'elle soit malade. Et voilà, et du coup, qu'est-ce que ça apporte? Tout simplement, ça sauve des vies parce que c'est pas juste un slogan qu'ils ont utilisé pour faire leur pub et donner envie aux gens de donner, mais c'est vraiment littéralement ça parce que donc là, dans le cas du cancer, si on est en manque d'hémoglobine ou de plaquettes, c'est pas le cancer qui va nous tuer, mais c'est ce manque-là en fait de globules rouges et de plaquettes qui fait que l'organisme ne fonctionne plus correctement après la chimiothérapie. Donc, dans le cas de ma sœur, malheureusement, voilà, elle n'est plus là, mais il y a plein de personnes qui sont en rémission de cancer et qui n'aurait pas été possible sans avoir eu un don, une transfusion et donc que quelqu'un ait donné son sang. Mais ça peut être aussi pour plein d'autres choses. Je pense aux accidents de la route, je pense voilà, dans le cas d'hémorragies diverses et variées. Donc voilà, c'est la vérité, ça sauve des vies. Donc sachant que ça ne prend qu'1 heure de son temps, c'est toujours une bonne action de faite et c'est énorme en fait pour la personne qui va recevoir. Donc si vous avez envie de faire une bonne action, n'hésitez pas à aller donner votre sang. Voilà. Merci pour cette prévention, parce que c'est important de comprendre un peu les tenants et l'aboutissant pour savoir qu'on a un impact et qu'en donnant notre sang, on peut sauver des vies. Et que, comme tu dis, c'est pas un slogan qui est dit en l'air. Donc oui, c'est très important de le rappeler. Donc merci pour ce rappel. Là, du coup, je voulais recontinuer avec des questions par rapport à ton livre. Du coup, déjà, que symbolise la vie en turquoise et la couverture? Parce que pour les personnes qui nous écoutent, en fait, on voit des mains qui tiennent un carnet avec un L, et en arrière-plan, il y a les vagues, la mer. Alors, je suis pas très très douée pour donner des descriptions un peu à la raffinement, mais c'est ça l'idée. Du coup, effectivement, la couverture, en fait, elle a une très grande symbolique. Alors déjà, pourquoi la vie en turquoise? Donc ça aussi, on le comprend, le titre, il est vraiment expliqué dans le livre. Mais au début, c'est parce que mes personnages, parce qu'en fait, voilà, depuis tout à l'heure, on parle et on parle du fait que ça parle de la maladie de Louise, mais le roman, effectivement, c'est dans ce but-là qu'il a été créé, mais du coup, c'est vraiment un roman avec des vrais personnages, avec des scènes drôles, des scènes tristes, des scènes où on est en colère, des scènes où on est au sein d'une famille, des scènes où on est au sein d'un groupe d'amis, des scènes où on est entre sœurs, au travail, etc. C'est vraiment, on suit le quotidien de ces deux sœurs qui sont impactées par la maladie, donc l'une parce qu'elle est malade et l'autre parce qu'elle est aidante. Mais on peut vraiment le lire comme un roman qu'on achète, c'est un roman qu'on achète en librairie ou sur internet, mais je veux dire, c'est pas un témoignage, ça parle pas que de la maladie dans le sens que à l'hôpital, que les termes médicaux, c'est vraiment un ensemble, plutôt un quotidien en fait. Donc effectivement, il y a des passages qui se passent à l'hôpital puisque ça fait partie du quotidien des malades, mais ce n'est pas que ça.
Et du coup, effectivement, on comprend le titre parce qu'au début, mes personnages voient la vie en rose et puis en fait, pour les deux sœurs, donc celle qui reste, elle doit apprendre à re- comment dire, à continuer sa vie, qui en fait ne sera plus jamais rose, mais qui sera turquoise. Et donc pourquoi turquoise? Parce que en fait le ruban, on connaît le ruban rose pour le cancer du sein, mais le ruban turquoise c'est pour le cancer des ovaires. Et c'est pour ça qu'il y a le turquoise avec le O qui est fait avec un ruban, parce que c'est ce ruban-là qui symbolise la maladie, le cancer des ovaires. Et donc je trouve qu'on ne parle pas assez parce que normalement il y a on connaît l'octobre rose qui est hyper important, mais on ne parle pas assez du septembre turquoise qui normalement est le mois pour les cancers gynécologiques. Et la symbolique de la couverture, donc là je suis vraiment ravie parce que ma maison d'édition, enfin, mes éditrices m'ont laissé donner ce que j'avais envie de voir en fait sur la couverture. Elles m'ont aidée, elles m'ont aiguillée, mais elles ont vraiment respecté ce que je voulais. Elles m'ont pas proposé quelque chose, c'est plutôt moi qui ai proposé. Et après, elles ont fait des propositions, c'était plutôt dans ce sens-là. Et donc en fait, c'était important pour moi qu'il y ait la plage, parce qu'on le voit aussi dans le roman, c'est un lieu qui est très très important pour Louise. C'est vraiment l'endroit où elle préférait être, la plage d'Arcachon. Et du coup, j'ai symbolisé ça avec les cabanes chanquées qu'on voit derrière, pour bien qu'on comprenne que c'était la plage d'Arcachon. Et on voit les mains avec donc le vernis turquoise. Bon, là, mon vernis était caillé, mais normalement, je me vernis toujours les mains en turquoise pour mes dédicaces. Et en fait, c'est moi qui tiens le carnet de Louise dans lequel elle notait tout ce qu'elle voulait faire après son cancer, après sa maladie. Et en fait, on avait des carnets jumeaux. Donc elle avait celui-ci avec le L et moi j'ai celui avec le même avec un E en fait. Et sur les mains, il y a aussi la bague, donc la bague que je porte vraiment pour de vrai, qui représente un nœud marin que ma sœur et donc le personnage aussi de Louise s'est acheté et qu'elle voulait jeter dans l'océan à sa rémission, donc avec toujours cette symbolique de la plage. Et il y a aussi un bracelet Sisters, donc celui-là on avait toutes les deux le même bracelet. Et dans le livre, on voit les deux sœurs qui se les échangent. Donc du coup, c'était aussi important pour moi de le mettre sur la couverture. Et à l'arrière, on voit Louise et son chien Brona qui courent sur la plage. Et en fait, c'est tiré d'une vraie vidéo que j'avais filmée quand on était sur la plage d'Arcachon, parce que c'était ce qu'elle préférait faire dans la vie, aller à la plage avec son chien et la regarder courir dans les vagues. Donc du coup, voilà, c'est un mélange de tout. Et en fait, chaque élément est expliqué, si je peux dire, dans le roman. Et en fait, quand on lit le passage, normalement, on se dit, ah mais oui, mais en fait, c'est tel lien par rapport à la couverture. Donc chaque élément a une symbolique qu'on retrouve dans le roman qui est expliquée à travers une scène entre les personnages. Voilà. Mmh. Oui, en effet, il y a plein de belles symboliques, à travers, cette, couverture, donc c'est super, que ta maison d'édition t'ait laissé, carte blanche, à ce sujet. Parce que, c'est important et puis même je sais qu'au début, de ton livre, il y a vraiment un beau texte, avec des trigger warnings pour, prévenir, les lecteurs, lectrices, du contenu et ça, je trouvais ça très délicat et très, très, très bien poussé. Enfin, j'ai tout lu, hein, je pensais pas que je serais le genre de personne à lire des trigger warnings, mais en fait, c'est vrai qu'en lisant ça, je me suis dit: «Ouais, c'est vraiment profond et ça avertit vraiment bien les personnes». Donc, je suis contente que tu aies déjà pu trouver cette maison et d'édition qui soit là pour toi et qui comprenne parce que j'avais aussi suivi évidemment ton parcours, de trouver une maison d'édition et je sais qu'il y en avait beaucoup qui avaient refusé ton manuscrit parce qu'en fait, il était trop vrai et toi, tu avais cette volonté de ne pas édulcorer, la réalité. Oui, oui, tout à fait. C'était vraiment peut-être même, enfin pas présomptueux de ma part, mais c'est vrai que pour un premier roman, enfin pour une personne qui n'a pas été publiée, j'avais vraiment, vraiment, vraiment en tête ce que je voulais faire avec ce texte et j'avais pas du tout envie de me plier ou de changer quoi que ce soit.
Bon, finalement, j'ai bien fait puisque voilà, j'ai trouvé ma maison d'édition. Après, je jette pas du tout la pierre aux autres maisons d'édition qui, je pense que c'était même peut-être même pas le cas des éditrices en elles-mêmes ou des éditeurs. C'était peut-être aussi, en fait, quelque chose qui venait de plus haut. Enfin, voilà, on ne porte pas ce genre de texte, etc. Et je peux tout à fait l'entendre. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'avais vraiment à cœur de faire ça et de garder en fait l'essence du projet, le pourquoi je l'avais fait au début. Et du coup, oui, voilà, au bout d'un moment, les planètes se sont alignées et j'ai trouvé ma maison d'édition qui avait les épaules pour porter le texte, pour le corriger et pour m'aider après aussi à l'emmener le plus loin possible. Donc, voilà, je suis très reconnaissante de ça. Et en plus, j'ai eu le oui le jour de mon anniversaire. Donc, j'étais voilà, encore plus ravie. Je me suis dit que c'était peut-être le cadeau aussi de ma petite sœur. Voilà, après, chacun ses croyances. Mais voilà, moi, j'ai eu envie de l'interpréter comme ça. Et voilà, du coup, je suis contente que ce texte ait pu voir le jour et que je puisse maintenant le porter et essayer de le faire découvrir au plus grand nombre. Mais en tout cas, je suis très contente que tu aies trouvé, la maison d'édition, Les Arts des mots qu'elle puisse t'accompagner dans cette aventure donc super puisque comme tu dis, enfin moi aussi je crois à tout ce qui est symbolique et bah, du coup c'était la destinée, de cette maison d'édition vu que tu as eu la réponse le jour de ton anniversaire et après je me rappelle aussi en te suivant que, bah, du coup pour ce premier er roman, tu reverses une partie des droits d'auteur, enfin ou tous tes droits d'auteur à des organismes donc si tu pouvais nous en dire un peu plus? Oui, oui, du coup, enfin, le but, bon, à terme, ce serait de vivre de ma plume, effectivement, mais pour ce roman-là, c'était pas du tout le cas, et c'est toujours pas le cas. En fait, je reverse, du coup, comme tu l'as dit, en fait, j'ai découpé en plusieurs parties. Il y a une partie que je garde donc ça, c'est une toute petite partie, mais c'est parce que, du coup, le chien de ma sœur qu'elle a adopté pendant sa maladie, il est toujours avec nous. Et du coup, je sais que c'était vraiment son truc de la gâter, de lui faire plein de joujoux, etc. Donc, du coup, il y a une petite partie que je garde pour ça, pour être une tata gaga, voilà, parce que voilà, c'est vraiment, j'adore ce toutou, voilà. Ensuite, il y a une partie que je reverse du coup pour la recherche euh, pour ou contre, je ne sais pas comment on dit, mais enfin la recherche pour le cancer des ovaires, donc à l'Institut Gustave Roussy. Si jamais vous avez envie de faire un don, c'est directement sur leur page internet aussi. Vous pouvez faire un don à Gustave Roussy qui s'occupe. Enfin, c'est cet institut-là à Paris qui avait préconisé la seconde chimiothérapie de ma petite sœur. Ensuite, je reverse une partie aussi à l'EFS, donc l'établissement français du sang dont on a parlé tout à l'heure, parce que comme je pense que vous l'avez compris, c'était quelque chose de très important pour Louise pendant sa maladie, mais aussi avant sa maladie. Et une partie aussi à l'Académie Paris Plongée, parce que ils font un travail incroyable pour les malades. En fait, ils leur font leur baptême de niveau 1 en piscine, en plongée. Et je trouve ça c'est incroyable en fait d'avoir accès à ça, parce que quand on est malade, c'est vrai qu'on tourne un peu en rond puisqu'on est fatigué et il faut toujours innover pour essayer de trouver des choses à faire quand on est alité, etc. Ou même des choses à faire tout court parce que par exemple on ne peut plus aller au soleil parce que c'est dangereux pour la peau, etc. Donc du coup voilà, j'avais beaucoup aimé cet organisme-là et du coup ça me tenait à cœur aussi de donner une partie à cette. Je crois que c'est une association. Cette association. Voilà. D'accord, merci pour ces précisions. En effet, c'est super que tu puisses aider toi aussi à ton niveau les organismes en lien avec ce qui s'est passé pour ta sœur. Et d'ailleurs, ça me fait penser par rapport à Brona, parce que du coup, évidemment, je te suis sur les réseaux sociaux et en fait, de ce que j'avais compris, ce que je suis pas encore là dans le livre, c'est que à la base, en fait, tes parents ne voulaient pas d'avoir un chien, mais en fait, ta sœur, elle voulait tellement avoir un chien qu'elle a tout fait pour les convaincre et que Brona puisse être parmi vous. Mm.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, avoir un chien, c'était, quelque chose, dont on avait envie depuis longtemps, mais c'est vrai que mes parents étaient pas du tout pour, alors non pas parce qu'ils aiment pas les animaux, mais parce que justement, comme ils aiment les animaux, ils se disaient que, bah, c'était pas forcément, pertinent pour notre famille, d'en avoir puisque c'est vrai qu'on bougeait beaucoup. On a, bah, aussi les vacances à Arcachon où c'était pas du tout adapté pour un chien. Un rythme de vie qui permettait pas de le promener parce que voilà, enfin, mes parents ils étaient d'accord pour avoir un animal après, mais du coup ils étaient en mode mais si on prend un chien, on prend un gros chien, donc qui dit prendre un gros chien, c'est des balades, du temps, etc. Et bah, c'était pas forcément du tout le moment. Et du coup Louise elle s'est toujours dit que voilà quand elle aurait sa maison et tout ça, elle prendrait un animal, sauf que là en fait ce qui s'est passé, c'est que bah, son petit copain, il était en études en Espagne. Moi, j'étais parfois à Paris, même si j'essayais de revenir le plus souvent possible. Bah, avec mon travail, c'était pas toujours évident. Et du coup, bah, ma petite sœur, elle se sentait seule dans ses cures interchimio. Et du coup, elle a vraiment bah, fait le forcing, hein, on va pas se le cacher, pour que mes parents cèdent et qu'elle puisse avoir un chien qui l'attend à la maison, qui est contente, qu'elle puisse amener en balade quand elle a l'énergie. Ça leur permettait aussi de se promener, de faire un peu d'exercice physique et puis même juste d'être assise dans le jardin avec, etc. Du coup, bah, mes parents ont dit d'accord. Et du coup, bah, c'est comme ça que Brona est arrivée dans notre famille. Donc, c'est une femelle Golden Retriever. Donc là, maintenant, elle a 2 ans et demi. Mais quand on l'a adoptée, elle avait 2 mois. Voilà. Et en fait, donc ma sœur l'a appelée Brona, même si c'était l'année des T. Donc, sachant qu'elle a son prénom en T, mais son prénom courant c'est Brona parce que ma petite sœur avait vu sur internet que ça voulait dire qui apporte la victoire en grec. Et ironie du sort, quand on a adopté Brona, ben, la personne qu'on avait en face nous avait dit que ben, le père de Brona, donc le père Golden Retriever, était un chien qui avait été récupéré en Grèce. Donc du coup, ça faisait encore plus sens. Donc voilà, on s'est dit que voilà, c'était obligé que ce soit ce chien-là. Et voilà, du coup, ben, elle est toujours avec nous et elle est à droite. Voilà. Trop chou. D'ailleurs, je savais même pas du coup que le père de Brona était récupéré en Grèce. Donc, du coup, encore une fois, les planètes s'alignent pour son prénom. Et, euh, et bah, je suis très contente pour bah, à la fois Louise, que Brona lui ait pu lui apporter plein de joie, et même pour vous après son départ, parce que elle est là, enfin, elle est rattachée à Louise, et du coup, ça, aussi une très belle symbolique. Louise est aussi parmi vous avec Brona. Donc, c'est très beau. Oui, tout à fait. Bah, pour moi, enfin voilà, Brona, bah, dans tous les cas, on y fait hyper attention, bah, comme n'importe qui devrait faire attention de son animal. Mais c'est vrai que voilà, on a l'impression que c'est une petite partie de Louise qui est toujours là, donc c'est sûr que on y fait doublement attention par rapport à ça. Mmh. Oui, ça m'étonne pas. Et du coup, pour continuer un peu dans mes questions, parce que même si on a commencé à parler, enfin, on a quand même bien parlé, commencé de ton roman La vie en turquoise, mais j'aimerais aller encore un peu plus en profondeur avec comme question, bah, du coup, qu'est-ce que tu dénonces, sensibilises et rends hommage avec ton roman? Oui, bah, en fait, c'est vrai que quand j'essaie de vendre mon roman quand je suis en dédicace. Quand les personnes connaissent Nos étoiles contraires de John Green, je fais le parallèle avec ce roman-là. Mais quand les personnes ne connaissent pas, je dis qu'effectivement, il repose sur 3 piliers. Donc, le premier, c'est de rendre hommage, donc, ben, comme on a dit tout à l'heure, à ma petite sœur. Et voilà, ben, raconter son histoire, que ce soit une héroïne de papier immortel. Qu'il dénonce aussi bah, pas mal quand même le système hospitalier français qui va mal, bon, ça tout le monde le sait, mais c'est vrai qu'on s'en rend forcément encore plus compte quand on y est confronté, en mettant bah, du coup en frappant quand même assez fort sur certaines personnes qui sont pas vraiment les personnes ciblées en soi, mais qui sont juste le reflet d'une organisation et de tout ce qui va pas. Et aussi, bon là, du coup, c'est pas dénoncé, mais je sais pas que négatif, il y a aussi des soignants qui ont été extraordinaires et dont je parle aussi.
Donc pour montrer voilà cette dualité, mais quand même globalement c'est très compliqué. Déjà on souffre quand on est patient et en plus on se confronte à ça et c'est une souffrance supplémentaire en plus même des soins dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et qui dénonce aussi le comportement de certains proches. Et ça, pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui étaient soit malades, soit aidantes, c'est un phénomène assez récurrent que les proches soient complètement à côté de la plaque, voire même qui finissent par partir, en fait, par abandonner en fait, le malade ou la famille. Voilà, enfin, ça dépend de la configuration, mais comme si un petit peu le malheur était contagieux, ou comme si le cancer était contagieux, ou comme si c'était trop lourd en fait d'aider, ou je sais pas. En fait, j'ai toujours du mal à comprendre en fait. Mais c'est quand même une vraie réalité de la maladie. Je pense pas que ce soit lié que au cancer. Je pense que c'est la maladie en général. Et du coup, bah voilà, c'était aussi une volonté de vouloir dénoncer ça parce que bah, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment touchée dans le parcours, sachant que c'était, bah, j'essayais de faire au mieux. Euh, voilà, j'ai fait des erreurs, mais j'ai essayé vraiment de faire au mieux pour ma petite sœur. Mais être abandonnée par ses amis en même temps, c'est un peu la double peine. Donc c'était quelque chose que je voulais mettre aussi en lumière. Et ensuite, ben, sensibiliser à la maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce côté qu'on ne voit pas au niveau du cancer, et de faire une vraie représentation, parce que c'est vrai que dans les films ou dans les livres que j'ai pu lire, c'est soit ben, un petit peu édulcoré, enfin on ne dit pas tout, soit moi je vois dans les films, on a l'impression que voilà la personne elle va à sa chimio, elle vomit 2-3 coups et puis après voilà elle vit sa vie normalement avec le cancer alors que pas du tout. Enfin, c'est pas le cas pour tous les concerts, je le répète encore une fois, mais en tout cas, enfin, là, c'était pas du tout. Je me retrouvais pas du tout dans les représentations que j'avais pu voir. Donc voilà, c'est vraiment ces trois piliers-là. Et voilà, c'est comme ça en fait un peu que je présente mon roman quand les personnes ont envie d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà. Bah, merci de cette présentation et du coup pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au comportement de proches, de ce que j'ai compris en te suivant, c'est que le temps d'amitié ne veut rien dire parce que d'après ce que j'avais compris, parce que t'as un très très fort groupe d'amis qui s'appelle les Patates Filantes sur Instagram, vous avez même créé un groupe et tout, et j'aime bien aussi suivre vos aventures là-dessus. Et je sais que de mémoire, parce que ça remonte un peu loin à l'information quand je l'avais vue, mais il y avait une de tes amies des Patates Filantes qui était une amie assez récente, mais qui t'a beaucoup plus apporté que par exemple une personne que tu connaissais depuis très longtemps, qui finalement n'a pas réussi à te soutenir comme tu aurais dû être soutenue, parce que bah, potentiellement, bah, comme tu peux l'évoquer, c'est le cancer, la maladie, ça fait proche et ça peut éloigner les gens. Et ça me fait aussi penser au fait, parce que je suis dans ma lecture ou là où j'en suis, c'est que bah, c'était quand Ellie discutait avec des amis, et en fait il leur disait oui oui on est là pour toi, courage, mais en fait Ellie elle voulait pas entendre ça, en fait Ellie elle voulait savoir bah, c'est quand on passe un moment ensemble, enfin elle veut pas des paroles en l'air assez banales, elle veut plus de profondeur, comprendre qu'elle est comprise et pas juste balancer des phrases comme ça. Donc je trouve ça aussi hyper important pour les personnes qui nous écoutent, si ils veulent lire le roman, de savoir aussi se mettre à la place d'une personne qui a connu la maladie pour savoir comment réagir, parce que forcément on peut être démuni si nous, même dans notre quotidien, on n'a jamais vécu ça, mais au moins ça permet de montrer un peu la réalité des personnes aidantes, en plus des personnes qui sont malades. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, pour ta première question, effectivement, le temps d'amitié, enfin, en tout cas pour moi, ne voulait rien dire, puisque, bah, effectivement, tu parlais des patates filantes. Bah, donc, à l'époque, bah, ma sœur est tombée malade en 2021, mais je les ai rencontrées, elles, en 2022. Et effectivement, elles ont été beaucoup plus présentes pour moi, et elles le sont encore aujourd'hui, que des amies d'avant, qui d'ailleurs ne sont plus mes amies, enfin, on ne se parle plus du tout. Et c'est quelque chose que j'ai voulu représenter de manière un peu. Enfin, il y a de la fiction qui se mêle dans le roman, et ça en fait partie. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais c'est quand même, on peut quand même faire un très gros parallèle. Euh,
Et du coup, elles ont été beaucoup plus présentes, elles ont essayé de comprendre ce que je vivais. Elles m'ont demandé aussi ce dont j'avais besoin. Et je pense que ça, c'est la clé, en fait, de demander en fait, à la personne ce qu'elle a besoin, parce que tout le monde ne réagit pas pareil. Par exemple, moi, je n'avais pas du tout les mêmes attentes et les mêmes besoins que ma mère, par exemple, et pourtant on fait partie de la même famille. Donc, je pense qu'il faut, si on veut vraiment être présent pour quelqu'un qui est aidant ou quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui, peu importe en fait, enfin, là on parle du sujet du cancer, mais ça peut s'appliquer à tout dans la vie en général. En fait, il faut juste demander à la personne ce dont elle a besoin. Et ça peut être juste un message de temps en temps, comme ça peut être, en fait, là, j'aimerais bien qu'on se voit, etc. Enfin, ça diffère, en fait, de chaque personne. Et ce qu'on peut voir, c'est que les amis de Ellie, donc ma personnage, ne sont pas du tout présents pour elle, parce que elle avait des attentes et eux, ils ne lui demandent pas, en fait, ce dont elle avait besoin. Et il n'y avait aucune action concrète en fait, à part on est là, courage, qui ont finalement très peu de sens en fait quand on est face au tsunami de la maladie. Alors que effectivement les patates filantes qui sont dans le roman, du coup aussi, mais qui sont aussi dans ma vie pour de vrai. En fait, elles ont plus fait des actions, comme elles savaient qu'en plus, là, dans le roman, il le dépeint aussi, c'était en plein milieu du Covid que ma sœur était malade, donc du coup, ça rajoutait une dimension supplémentaire. Et en fait, il y a des gens qui voulaient pas se tester, il y a des gens qui disaient ouais mais ça fait mal au nez, mais ok, mais en fait ma sœur, si tu veux, elle souffre beaucoup plus que juste un bâton dans le nez. Elle aimerait bien, je pense, juste avoir foutre un bâton dans le nez comparé au reste de ce qu'elle vit. Et du coup, par exemple, pour passer juste un week-end avec moi, ces copines là, donc les patates filantes que j'ai rencontrées grâce à l'écriture, elles se sont testées matin et soir pour être sûre que je puisse aller voir ma petite sœur la semaine d'après et que j'ai pas le Covid. Elles m'ont envoyé des bouquets, elles ont envoyé des bouquets à Louise. C'était même des petites attentions, c'est juste des petites attentions, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent, hein, c'est juste, voilà, ou dire comment tu vas aujourd'hui, pas comment tu vas en général, parce que forcément ça va pas, ou comment va ta sœur aujourd'hui, parce que il y a des jours où elle a de la fièvre, il y a des jours où elle a pas de fièvre, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, enfin, c'est juste, ouais, juste rajouter un mot, des fois, en fait, ça change tout dans la phrase et dans l'intention et dans la non-maladresse, finalement. Donc, du coup, ça, c'est aussi quelque chose que je voulais montrer. Et puis, via le personnage de Romain aussi, on se rend compte qu'en fait, des fois, on n'a même pas besoin de parler. En fait, si la personne, elle n'a pas envie de parler, juste envoyer des chansons ou envoyer un petit texte ou quoi que ce soit, ça suffit amplement des fois. Et ça permet de faire passer des messages et montrer qu'on est là. Et il y a aussi l'amie de Ellie qui s'appelle Carole, qui est une amie aussi que j'ai dans la vraie vie, qui a été extrêmement présente et je m'attendais pas. Donc c'est vrai aussi que des fois, dans le malheur, il y a des surprises sympas, parce qu'on était proches, mais pas tant que ça. Et finalement, c'est cette amie-là qui s'est révélée être la plus présente pour moi. Et du coup, j'ai voulu aussi faire le parallèle avec le personnage de Ellie. Et en fait, du coup, grâce à ça, on s'est beaucoup rapprochés. Et c'est vrai qu'elle a été d'un soutien énorme, puisque tous mes autres amis les plus proches à qui je parlais tous les jours sont partis un par un jusqu'à ce qu'on ne se parle plus du tout. Donc voilà, c'est aussi un aspect. Mais ça, je pense pas que ce soit lié qu'à la maladie. Je pense que c'est dans toutes les difficultés, peu importe lesquelles, que ce soit la maladie ou... Je crois que je l'ai écrit à un moment je pense que les problèmes avec la maladie et les problèmes d'argent, c'est vraiment ça qui font faire un tri dans les amis et qui font se rendre compte de qui est vraiment présent pour toi. Et puis même au niveau de la famille, je pense, parce que le tri, c'est pas qu'au niveau des amis, c'est au niveau de la famille aussi et de l'entourage en général. Donc je pense que c'est les deux gros piliers qui font se rendre compte vraiment de qui et comment, en fait, dans la vie, quoi. Voilà, désolée, ça devient un peu philosophique, mais c'est finalement, ça l'est un petit peu, en fait, quand on y réfléchit. Je pense que quand on lit le livre et qu'on le pose après, on se pose la question nous-mêmes, en fait, de savoir, mais en fait, qui serait vraiment là si j'avais un gros problème. Et du coup, ça amène un peu à des questions, ouais, un petit peu philosophiques. Mmh.
Bah, en tout cas, je suis vraiment très contente que tu puisses avoir, les patotes filantes dans ta vie et même ton amie Carole qui a pu se révéler parce que dans les moments aussi difficiles que tu traverses comme, Louise a pu traverser, bah, c'est important de voir qu'on est soutenu et que c'est pas des paroles en l'air et qu'on peut vraiment compter sur ces personnes. Donc, c'est très précieux et bah, du coup, cœur sur les patates filantes, cœur sur ton amie Carole et cœur sur les personnes qui restent présentes pendant les épreuves très difficiles. Parce que, bah oui, malheureusement, c'est comme ça qu'on peut voir les réelles amitiés, les réels membres de notre famille pour ceux pour qui on peut compter. Et c'est super important. Et du coup, ça m'amène aussi à une question, parce que du coup, pour les personnes qui nous écoutent, je me dis que peut-être qu'ils se demanderaient qu'est-ce que cela implique d'être aidant, parce que on a un petit peu parlé, mais je me dis pour pouvoir creuser encore un peu plus et pour comprendre à quel point c'est important d'avoir ces attentions, comme tu pouvais nous le dire avec le mot qui change tout, comment ça va aujourd'hui. C'est vrai que même moi, j'y aurais pas pensé, et c'est vrai que c'est des petites différences, mais ça montre vraiment qu'on a de l'attention envers la personne, qu'on veut prendre soin d'elle, qu'on l'aime et on lui montre notre amour de la plus jolie des manières en prenant soin d'elle en priorité. Mm. Alors du coup, être aidant, c'est très compliqué. Du coup, là, je fais un peu une sorte de, pas de disclaimer, mais moi, j'ai beaucoup du mal en fait à parler de mon rôle d'aidante parce que pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, c'est de manière factuelle Louise qui a traversé le plus de choses terribles. Et en fait, quand je dis que le rôle d'aidant est compliqué, j'ai l'impression de mettre comment dire, un peu compliqué à expliquer, mais enfin, vraiment, c'était pas, enfin, je n'ai pas vécu des horreurs que ma sœur a vécues, et donc du coup je veux pas qu'on me prenne en pitié en disant ah oui, oh là là, c'est difficile d'être aidant. C'est à rien en fait d'être aidant comparé à être malade. Ça, je tiens vraiment à le dire avant de commencer à parler et à répondre à la question. Mais du coup, effectivement, être aidant, c'est compliqué parce que on n'a pas de souffrance physique au sens en mode on nous pique pas, on nous pose pas des cathéters, on nous pose pas des changements implantables, on nous opère pas, voilà. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, on est impuissant et c'est vraiment, enfin, je sais pas comment dire, genre cette sensation d'être impuissant, et c'est même pas juste une sensation, c'est factuel, on est impuissant, c'est horrible en fait, parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas soigner la personne qu'on aime, on ne peut même pas atténuer ses souffrances parfois, on ne peut, on peut rien faire en fait. Donc c'est être là pour la personne qui est malade sans pouvoir vraiment en fait ni la rassurer parce que ben on sait même pas nous c'est quoi l'issue, ni enfin, on peut la rassurer peut-être ponctuellement en se disant ok bon là t'as de la fièvre mais t'inquiète pas avec le Doliprane ça va baisser, ou mais c'est rien en fait à l'échelle de la maladie. Et en fait voilà, être aidant c'est être là, être à la maison. Enfin là je pense à ma mère qui était la personne qui était le plus sur le front, qui était voilà, là à la maison, là à l'hôpital, qui faisait l'intendance, qui faisait voilà, pour que ma sœur elle ait toujours des habits, moi qui allais faire les courses avec mon père, ma sœur qui avait du mal à manger des plats d'hôpital, du coup on allait faire ci, ça, mais c'était tout petit truc en fait, mais c'est juste être là, c'est dormir avec la personne de l'hôpital si l'hôpital l'autorise. Donc voilà, mais en fait au final être aidant c'est être impuissant en fait, si je devais faire une phrase un peu slogan. Malheureusement c'est voilà, être aidante c'est être impuissant, impuissante, et du coup bah, c'est compliqué, et c'est très difficile psychologiquement en fait. Les souffrances sont le plus psychologiques parce que ben, on voit la personne qu'on aime qui souffre et on peut rien faire. Et on est aussi inquiet, nous, rongés par l'angoisse de l'issue et de l'attente, par exemple, pendant les opérations qui durent 8 heures. C'est très long, 8 heures, même si on a l'impression que c'est hyper... Enfin, j'allais dire que c'est hyper court. Oui, à l'échelle d'une semaine, c'est hyper court, mais en fait, c'est très très long quand on ne sait pas. Et du coup, bah voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Et en fait, le truc, c'est qu'on doit garder le moral parce que ben, on va pas s'effondrer alors que ben, c'est pas nous qui sommes malades, et qu'en plus, la personne malade, elle compte sur nous
continuer à avoir la vie la plus normale possible autour de la maladie, même si, voilà, on sait tous, la vie n'est pas normale dans ces moments-là, mais voilà. Et en même temps, c'est très paradoxal, mais c'est quelque chose, un schéma que j'ai retrouvé souvent et qui s'est passé pour nous et que je retranscris aussi dans mon roman. C'est Louise, en fait, qui nous rassurait, bizarrement. Donc, c'est la personne malade, souvent, qui rassure les proches parce que, peut-être parce que c'est elle qui vit la chose au plus près, forcément, et qui, du coup, a peut-être la tête la plus froide, je sais pas. C'est comme, je sais, en fait, c'est toujours quelque chose que j'arrive pas forcément à comprendre, mais c'est vrai que c'est beaucoup Louise qui nous rassurait. À l'inverse, je pense qu'elle fait ça aussi pour nous protéger. Mais du coup, de toute façon, après, il y a autant d'aidants qu'il y a de personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont aidantes, qui sont très dans l'angoisse. Donc ça, c'était mon cas. Qui sont très pessimistes, ça, c'était plus le cas de ma mère. Très dans le déni, ça, c'était plus le cas de mon père. Enfin, voilà, il y a autant de réactions que de personnes. Et puis, c'est pas assigné, genre, ça change au fur et à mesure, parce que moi, j'étais du genre à vraiment croire les médecins. Et du coup, quand ma sœur allait bien, j'allais bien, et quand ma sœur allait pas bien, j'allais pas bien. Mais ça, voilà, ça dépend, voilà. Mais mais du coup, voilà, c'est souvent bizarrement la personne malade qui rassure le plus les personnes qui sont là pour elle et qui l'accompagnent au quotidien. Comme je disais, c'est être là, mais ne pouvoir pas faire grand-chose, en fait. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Oui, je comprends parfaitement ce que tu essayes de nous transmettre, ce que vous êtes impuissant parce que vous êtes là, mais vous pouvez pas agir concrètement pour que la maladie, elle s'en aille. En fait, vous n'avez pas ce pouvoir. En fait, le pouvoir, il est dans les mains des médecins et dans le corps de la personne malade. Et si, enfin, vous pouvez rien faire malgré toute la bonne volonté du monde, malgré toute l'envie que vous avez. En fait, vous restez sur le côté parce que vous ne vivez pas cette maladie. Et même si vous aimeriez prendre une partie, voire toute la maladie pour sauver, soulager cette personne, c'est malheureusement pas quelque chose qui est possible de faire, mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire, et en tout cas, je veux aussi faire un bravo, une dédicace à ta sœur, en tout cas de s'être battue jusqu'au bout, et c'était aussi une décision très courageuse d'avoir arrêté les soins parce qu'elle ne voulait plus souffrir, elle voulait être en paix, on peut dire ça comme ça, et c'est très courageux. Et du coup, si aussi il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont malades, qui traversent des choses compliquées, vous êtes des battants, battantes également, et vous faites de votre mieux. Et je pense qu'il y a que ça qu'on peut faire à notre échelle, c'est faire de son mieux. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand tu parlais que, par exemple, toi, tu étais plus du genre rongé par l'angoisse. Il y a une métaphore dans ton livre que j'avais commencé à découvrir, que je trouvais ça assez joli. C'était avec un nid et des branches qui se développaient. Et je trouvais ça très, très bien imagé. Enfin, ouais, il y a plein de jolies métaphores, en tout cas, dans ton livre. Oui, c'est gentil. En fait, c'est vrai que le roman, j'ai essayé de l'écrire en retranscrivant au mieux l'humour de ma sœur et aussi un petit peu de poésie, parce que je voulais pas juste que ce soit factuel et triste tout le temps. En fait, du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voilà, faire passer les émotions au travers des métaphores. Donc, il y a la métaphore filée dans tout le roman, qui est celle de l'océan, de la mer, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi des un peu plus ponctuelles, et celle du nid avec les branches, elle m'est venue en écrivant, en essayant de me rappeler en fait ce que je ressentais, et c'est ce que j'ai trouvé le plus parlant. Parce que au début, c'est juste un nid d'angoisse avec des petites branches. Et puis en fait, après, ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute. Et puis même après, il y a des oiseaux qui naissent dans le nid et qui piaillent. Et en fait, du coup, ça montrait un peu voilà, le brouhaha ambiant des pensées angoissantes qui viennent se rajouter et qui ne font qu'amplifier au fur et à mesure. Et du coup, je sais pas, voilà, c'est la métaphore qui m'est venue le plus naturellement, et ça a parlé à mes éditrices qui ont corrigé. Du coup, on l'a gardé, et j'en suis assez contente au final, parce que je trouve que ça reflète bien en fait ce que j'ai vécu et du coup ce que vit ma personnage. Mmh. En tout cas, de ce que j'ai commencé à lire, je trouve que tu as beaucoup de talent, donc je te souhaite de pouvoir vivre
pleinement de l'écriture, que c'était un de tes souhaits que tu as partagé en début d'épisode, donc j'espère vraiment qu'il se concrétisera pour toi. Mais en attendant, c'est normal, en attendant, on va passer à la conclusion de l'épisode. Donc, ce serait quoi le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Alors ça, c'est une question compliquée. Le mot de la fin, bah, ce serait de si vous avez envie, de découvrir, ma petite sœur, bah, n'hésitez pas à vous procurer mon livre, donc soit à l'acheter évidemment puisque, bah, ça me permet aussi à moi du coup de faire une bonne action derrière, mais ou de l'emprunter à quelqu'un que vous connaissez, si vous n'avez pas forcément les moyens. Enfin, mon but, c'est pas du tout de pousser à la consommation ou à l'achat, mais voilà, ou de le prendre en e-book ou je sais pas, bref, voilà, parce qu'en fait, du coup, ce qui me fait moi le plus plaisir à travers tout ça, c'est pas tellement de parler de cancer, c'est pas tellement de parler de maladie ou quoi que ce soit, ou de choses tristes, c'est surtout en fait de faire découvrir ma petite sœur à toutes les personnes qui la connaissaient pas, euh, ou même aux personnes qui la connaissaient, puisque c'est vrai que j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes qui la connaissaient qui me disent que vraiment, quand ils lisent, ils entendent parler, et mes parents m'ont dit ça aussi, et ça, je trouve que c'est la plus belle victoire, en fait, au final, même au-delà d'être publié et tout, c'est juste d'avoir réussi à vraiment retranscrire ma sœur avec mes mots. C'est pas toujours simple, en fait, il y a des fois peut-être un décalage quand on s'inspire d'une personne de la vraie vie. Et du coup, voilà, parce que voilà, elle est restée toujours elle-même pendant sa maladie, et du coup, ben, elle est vraiment hyper drôle. Et du coup, ça me fait plaisir. En fait, des fois, je relis des passages pour le plaisir, juste pour relire un peu ses punchlines, parce que, comme je disais au début, toujours le bon mot au bon moment. Et du coup, voilà, moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir, en fait, c'est qu'on me dise ah ben voilà, j'ai vraiment l'impression de connaître un peu ta sœur, et ça me fait plaisir de la rencontrer à travers les pages. Et comme bah, tu disais, c'est un peu un roman à quatre mains aussi, puisque bah, il y a des passages qui ont été écrits par ma sœur, parce qu'elle avait commencé elle, à écrire ça pour peut-être un livre témoignage. Et du coup, elle m'a envoyé ce qu'elle avait écrit, et du coup, je l'ai réintégré dans le roman. Et du coup, voilà, bah, ça me permet de faire ce roman à quatre mains. Et du coup, voilà, je dirais que c'est ça le mot de la fin. C'est si vous avez envie de rencontrer Louise, bah, ça me fait plaisir. Voilà. Je le souhaite, j'encourage vraiment les personnes qui nous écoutent à aller se procurer ou emprunter ce magnifique ouvrage. Dans la suite de mes questions, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent en fin d'épisode, c'est vrai que j'ai l'habitude de demander qui sont les rôles modèles, mais là, c'est sûr que ton rôle modèle, c'est Louise. Et même, j'avais vu en story Instagram récemment que même avec tes parents, même si Louise n'est plus là, bah, vous essayez d'imaginer qu'est-ce qu'elle pourrait répondre en termes de punchline à cette anecdote-là. Et ça aussi, je trouve ça très beau. Enfin, je trouve ça super émouvant quand j'avais vu ta story assez récente à ce sujet. Oui, 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 bah, enfin, dans ma famille, c'est pas du tout un tabou ou quelque chose dont on ne parle plus. Au contraire, on parle beaucoup de ma sœur, et c'est vrai que bah, ça m'amène aussi parfois à des questions ben, un peu plus philosophiques, comme je disais. Et j'avais vu un jour, j'avais lu que le jour où on meurt vraiment, ce n'est pas le jour de notre mort, mais c'est le jour où on ne parle plus de nous. Et du coup, bah, ça m'avait fait quelque chose, et du coup, bah, je me disais, ah, bah, voilà, enfin, ma sœur, voilà, bah, elle n'est plus là, mais en fait, elle n'est pas morte, puisque de toute façon, elle ne le sera jamais, puisqu'elle est dans le livre, mais aussi, parce qu'on parle aussi toujours beaucoup d'elle, donc voilà, enfin, cette phrase m'avait vraiment fait quelque chose quand je l'avais entendue, et du coup, voilà, j'ai aussi à cœur de continuer à parler de Louise pour cette raison-là. C'est vrai que je connaissais pas non plus cette citation et en vrai, elle est très belle, très philosophique également, donc je l'apprécie beaucoup. Et dans la suite de mes questions, je demande aussi généralement les ressources. Alors bien sûr, il y a ton livre, mais après, je sais pas si tu en aurais d'autres à nous conseiller. Ben, en fait, j'ai pas lu d'autres livres qui traitent du même sujet à part Nos étoiles contraires, donc qui est du coup un peu plus jeunesse, donc moins, enfin il y a moins de choses sur la maladie vraiment au quotidien à l'hôpital, mais ça reste un livre quand même pertinent, donc
ne pas hésiter à le lire ou à regarder le film que je n'ai pas vu, mais je sais que c'était un des films préférés de Louise, donc c'est qu'il doit être bien. Après, du coup, les ressources pour se renseigner sur le cancer, il y a voilà, la Ligue contre le cancer, il y a les ressources que j'ai données aussi pour peut-être faire des dons. On n'a pas parlé aussi du don de cheveux dont je parle aussi dans le roman, où on peut donner ses cheveux quand on les a longs et qu'on les coupe. Vous pouvez aller sur le site Fake Hair Don't Care, où en fait on peut donner même chez soi en fait, et après l'envoyer à l'association qui s'en occupe pour faire des perruques avec des vrais cheveux. Je sais que Louise elle avait plusieurs perruques avec des cheveux, comment on appelle ça, pas des vrais cheveux du coup, mais elle en avait une qui coûtait certes plus cher, mais qu'elle mettait le plus souvent parce qu'elle était faite avec des faux cheveux et des vrais cheveux, et elle faisait beaucoup plus naturel. Donc ça aussi, c'est un petit geste qui prend 2 secondes, genre de faire les 2 coups de ciseaux, et en fait qui peut aider une personne à se sentir un peu plus jolie. C'est aussi un des thèmes du livre, la maladie versus la féminité et le fait de se trouver jolie, etc. C'est aussi quelque chose qui est abordé dans mon roman via le point de vue de Louise, parce que c'était quelque chose dont elle nous parlait beaucoup et dont elle parlait sur ses réseaux sociaux. Et du coup, voilà, c'est aussi une bonne action. Si par exemple vous ne pouvez pas donner votre sang, vous pouvez donner vos cheveux. Et ça peut aider une personne, donc soit qui a un cancer, soit qui souffre d'alopécie tout simplement, à peut-être avoir des cheveux un peu plus longs et à se trouver un peu plus jolie si c'est ce qu'elle souhaite. Donc voilà, c'est aussi une bonne action. Voilà, je ne sais pas si ça rentrait dans ta question, mais je me suis dit que c'était important à ajouter. Si, tout rentre, ne t'inquiète pas. En tout cas, c'était très, très, très bien, très percutant, les ressources, et en plus, c'est vrai que pour Louise, elle était Miss, donc c'est sûr que c'était quelque chose qui était importante pour elle. Donc c'est chouette qu'il existe ce genre d'association pour permettre, de retrouver, sa féminité, parce que c'est sûr que quand on a un cancer avec la chimio, on perd tous les cheveux, et c'est vrai que on n'est pas aussi habitué dans la société à avoir des femmes chauves, donc c'est important. Et du coup, dans mes 2 dernières questions, j'ai: que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Que signifie le féminisme pour moi? Euh, je dirais, le fait de tout simplement, en fait, on va dire la définition du mot féminisme à la base, vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, tout simplement. En fait, je trouve que en vrai, c'est pas compliqué, mais je sais pas pourquoi, souvent les hommes, le problème, qui rendent ça là, hyper complexe, hyper tout ce que tu veux, alors qu'en vrai, c'est pas grand chose en fait ce qui est demandé en fait à travers ce mouvement, le féminisme. Du coup, voilà, en fait, je dirais ça tout simplement, et puis voilà, qu'on puisse tous et toutes vivre en paix, et voilà. En vrai, c'est pas compliqué, hein, les gens, donc voilà, il faut un petit peu comprendre en fait que c'est juste normal, et voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'aimerais voir au micro de Patrimoine féministe? Ah, tellement de gens que j'aimerais bien voir. À tous les coups, c'est des gens que tu as interviewés, je suis pas au courant. Qui c'est que j'aimerais bien voir? En vrai, tu peux aussi peut-être, je pense à mes copines du coup les patates filantes qui elles aussi écrivent. Après, dans la liste d'autres personnes, parce que je pense, enfin, t'interviews pas que des personnes qui ont écrit des romans. Je sais pas si ce sera possible, mais je te le souhaite. Je dirais peut-être Marie Vareille ou Virginie Grimaldi, qui sont du coup. Je peux aussi citer Mélissa d'Acosta ou Morgane Moncomble, qui sont, je crois, les quatre plus grandes autrices de France. Et je trouve ça super cool, en fait, qu'elles puissent vivre de leur plume, et du coup prendre leur place. Parce que c'est vrai que maintenant on dit autrice, mais avant on disait auteur avec, pour
cacher un petit peu, etc. Et moi, du coup, j'aime bien les femmes qui prennent leur place sans faire forcément de l'ombre aux autres femmes ou aux hommes, parce que je pense qu'on a tous leur place, tous notre place, pardon. Je vais répondre ça pour rester dans le thème des livres et du coup du féminisme. Merci beaucoup pour ces partages. Ce serait avec plaisir d'interviewer les patates filantes, Marina, Virginie, Mélissa et Morgane. Bon, je dis leur prénom, je les connais pas, mais ça va plus vite. Parce que oui, sur Maître Women Féministe, j'ai un peu d'autrice, c'est vrai, mais c'est toujours bien de pouvoir représenter encore plus la pluralité des féminismes. Donc, comme tu dis, de représenter des femmes qui prennent leur place, c'est super. Et du coup, sinon, merci beaucoup Élise pour ton temps et pour cet épisode, et merci aux personnes qui nous ont écoutés d'être restées jusqu'au bout. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!